Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo réaction à l'actualité, à l'interview de Sylvain Tiget et Philippe Béchade, dont le titre était « Une politique européenne qui met votre épargne en danger ». Cette interview est tirée de la chaîne YouTube Publication Agora, dont je mettrai le lien dans la description. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. Tant que j'y suis, je vous informe aussi que j'ai créé un compte TikTok Quitter la France, forcément sur le même sujet, mais avec des publications inédites. Donc je vous invite à aller jeter un œil, je mettrai le lien dans la description. Dans cette vidéo, Sylvain Tiget et Philippe Béchade en fait nous expliquent les tenants et les aboutissants de cette situation de dépendance entre les pays et les conséquences que pourrait avoir une sortie de la France de l'Union européenne ou même encore une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne. Et là ils nous disent que bah voilà, ce serait game over. À ce sujet, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que Sylvain Tiget nous explique très simplement comment l'épargne des Français pourrait être grandement impactée par la sortie de la France de l'Union européenne. Allez, on commence tout de suite avec l'interview. Le surendettement et le déficit abyssal de la France pourraient-ils précipiter une crise existentielle de la zone euro, voire son implosion? Alors, le surendettement de la France est déjà une réalité, et une réalité qui est un fait depuis déjà plusieurs années. La zone euro, je pense, est déjà au bord d'une implosion pour tout un tas de raisons. C'est que vous avez au sein de la zone euro deux grandes typologies de pays. Des pays qui ont un excédent, ou en tout cas qui gèrent bien leurs finances, et des pays qui vivent déficit sur déficit et qui compensent ce déficit par de l'argent peu cher qu'ils empruntent en général sur les marchés financiers grâce à une banque centrale européenne qui a été très accommodante ces dernières années. Le souci, c'est qu'on est rentré dans une ère de taux élevés. On a des taux directeurs qui sont autour de 3,5. Donc, les États qui sont en déficit empruntent très cher. Et les États qui empruntent très cher sont en général les États qui ont le contrôle des finances les moins bons. Vous avez aujourd'hui, je pense, une vraie dichotomie au sein de l'Union européenne entre ces pays qui arrivent à plus ou moins un peu gérer leurs finances, mais qui se sont tapés une récession, Allemagne et pays du Nord, pour faire très simple, pour schématiser, et les pays du Sud, Portugal, Italie, Espagne, France, Grèce, qui vivent déficit sur déficit au jour le jour. Vous avez la cigale et la fourmi qui s'affrontent dans cette Union européenne. Je pense qu'elle est déjà en train d'imploser. Vous avez des élections en Allemagne qui ont quand même reflété une tendance absolument folle. Vous avez le parti de l'AfD, donc Alternative für Deutschland, donc c'est le parti de droite qui est monté et qui est plutôt pro, on va dire Germanexit, sorti de l'Allemagne, de l'Union européenne, qui a monté. Et puis d'ailleurs, quand vous regardez la carte de l'Allemagne, c'est marrant parce que vous avez une scission Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. On a l'impression d'être dans les années 89-90, où vous avez le côté soviétique qui est AfD, le côté, on va dire, un peu OTAN, Allemagne de l'Ouest, qui est lui CDU, donc c'est le parti chrétien, Christliche Demokratische Union, donc c'est le parti chrétien-démocrate allemand, voilà, traditionnel, classique, le parti un peu de Merkel. Donc moi je pense que déjà les Allemands et ceux qui gèrent bien leurs finances, les pays du Nord, vont peut-être sortir, ou ont une vraie volonté de sortir parce qu'ils se rendent compte que ça ne va plus du tout dans le sens de leurs intérêts, cette Union européenne. Et le fait que la France, on va dire, se précipite dans les abysses, c'est même pas forcément un argument parce que c'était déjà le cas avant. Bon, la France dans l'Union européenne, je pense que les Allemands n'en ont que faire. Ce que met Sylvain Tiget en valeur ici, c'est l'opposition Nord-Sud en fait. En gros, c'est l'opposition entre les pays locomotives de l'Europe, de l'Union européenne, et les cancres de la classe dont les Français font partie. Le problème, c'est que comme on a pu facilement emprunter auprès de la BCE, la France n'a pas hésité à le faire, et très largement, et elle s'est fait prêter là dernièrement donc 1000 milliards d'euros, et a su créer en richesse que à peu près 550 milliards. Donc en gros, ils ont dilapidé 450 milliards dans la nature, ce qui a contribué à renforcer notre surendettement. Et aujourd'hui, les pays moteurs, ils en ont un petit peu marre en fait de faire le boulot pour les pays qui profitent de l'Union européenne. Et c'est un peu d'ailleurs à l'image de la France en fait. On voit en France que ceux qui bossent se font étrangler par les impôts, ceux qui bossent cotisent, et il y a une frange de la population qui fout pas grand chose, que ce soit voilà les parasites du bas comme les parasites du haut, et à un moment donné tous les actifs, tous ceux qui créent de la richesse en France, soit ils ont envie d'arrêter de bosser parce qu'ils en ont marre de contribuer à ce système qui n'est pas juste, ou alors ils se cassent de France. On a donc en fait la même chose qui se passe au niveau européen, dans le sens où les Allemands en ont un peu marre de tout ça, et un peu
comme à l'image d'une classe d'école en fait où l'Union européenne serait une classe d'école, chaque élève étant un pays et on dit à la classe que à chaque fin d'année, il faut qu'ils aient, minimum, 13 de moyenne pour passer à la classe supérieure. Et donc le problème, c'est qu'il y a des très bons élèves qui ont des 17, des 18 et des élèves qui tournent à 8-10 de moyenne, donc les bons élèves en ont marre de bosser comme des fous pour, tenter de maintenir une moyenne de classe, à 13 ou plus pour passer à l'année suivante et donc ces bons élèves réfléchissent aujourd'hui à quitter la classe tout simplement. Au niveau français, on pourrait se dire que éventuellement un transfert de richesse des gens qui travaillent vers les gens qui en ont vraiment besoin, parce que des gens qui on me dit souvent en commentaire, «Ouais mais attends, t'as des mecs qui gagnent, une misère, qui sont au RSA, mais qui galèrent et qui cherchent vraiment à s'en sortir», et ça j'en ai tout à fait conscience et je l'ai mis dans un des commentaires et j'ai le plus grand respect pour ces personnes-là, parce qu'elles sont dans la merde et pour autant elles cherchent à s'en sortir. C'est comme les gens qui vont bosser au SMIC alors qu'ils pourraient rester chez eux à vivre du RSA et des aides, bah non, ils préfèrent par fierté aller bosser, ils le font et j'ai le plus grand respect pour ces personnes-là. Donc on pourrait même se dire qu'à la rigueur, l'argent qui vient des plus fortunés vers les moins fortunés, ce serait tout à fait louable. Mais le problème, c'est qu'il y a un tiers de confiance qui s'appelle l'État, par lequel transite cet argent, et que entre l'entrée et la sortie, il y a une partie du pognon qui disparaît, ou alors qu'il est dilapidé dans des conneries pour payer des cabinets de conseil, pour envoyer à l'étranger. Enfin bref, il y a même pas limite de continuité entre ce qui est prélevé aux actifs pour donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour illustrer ce problème de tiers de confiance qui fait un peu ce qu'il veut avec l'argent des Français, c'est par exemple le livret A là. En fait, le livret A, c'était quelque chose qui était destiné à financer le logement social, et là très récemment, ils ont décidé de réorienter une partie de ce logement social vers le, comme vous le savez, le financement de l'innovation dans la défense. Et on sent que tout doucement cette implosion de l'Europe, elle est en train, de l'Union européenne du moins, elle est en train de prendre forme, notamment avec l'AfD, là, le parti de droite allemand qui commence à gagner en popularité. Et donc, on peut imaginer que si ça continue comme ça et que l'Allemagne sort de l'Europe, ce sera la fin de l'Europe et nous, en première ligne, les Français, on va manger. Si la zone euro implose, quelles seraient les conséquences économiques pour les États membres et leurs citoyens? Alors là, c'est une question extrêmement complexe à laquelle ne savent pas répondre d'ailleurs la plupart de ceux qui envisagent des scénarios en Frexit, Deutschexit, Nederlexit, etc. Il est clair que tout le monde serait dans la panade si le processus de dislocation s'enclenchait. Alors, on pense tous que l'Allemagne a accumulé des excédents, etc. Mais elle les a accumulés essentiellement sur des pays européens tiers, comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, dans une moindre mesure la France. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui aujourd'hui fait un peu la richesse de l'Allemagne, c'est les promesses de remboursement des soldes positifs pour l'Allemagne par rapport à des Italiens ou des Espagnols qui ont des soldes négatifs qui se chiffrent en centaines de milliards. Et je me demande d'ailleurs si pour l'Italie, on ne serait pas proche des 1000 milliards. Si l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, du jour au lendemain, voient leur monnaie chuter, leur situation économique devenir extrêmement difficile, comment pourraient-ils rembourser leur solde à l'Allemagne ? La richesse de l'Allemagne, c'est les promesses de remboursement d'autres pays, en quelque sorte. Je schématise, mais c'est ça. Donc, l'Allemagne aurait aussi des gros problèmes, parce qu'on dit aujourd'hui que c'est peut-être l'Allemagne qui pourrait dire nous, on supporte plus la France qui s'endette, qui arrose les copains, qui file de l'argent par centaines de millions à des pays étrangers pour des raisons qu'on comprend pas forcément. Si les Allemands se disent nous ça nous va plus et on sort, il faut savoir que ils s'exposent à perdre une grande partie de l'argent qu'on leur doit
et sur lequel sont assis en fait les futures retraites allemandes. Donc, il faut dire que le problème est ultra complexe, et ça mériterait qu'effectivement on crée une commission spéciale comme pour le Brexit pour faire les choses de façon ordonnée. Si l'Allemagne décidait d'annoncer sa sortie, là, ça provoquerait effectivement une crise. Bon, l'Europe disparaît, on est d'accord, il n'y a plus de Bruxelles, il n'y a plus rien. Mais je pense que les pays européens rentreraient aussi dans une crise très importante. Il parle notamment donc des bons et des moins bons élèves de l'Europe, et aussi de la dépendance finalement de l'Allemagne qui est locomotive, mais dépendance de l'Allemagne face à ses débiteurs, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Et donc vouloir sortir de l'Europe de la part de l'Allemagne, ça suffit pas en fait, parce que demain, si elle sort de l'Europe, elle aura peut-être très peu de chances de retrouver l'argent qu'on lui doit. Alors j'ai justement creusé un petit peu par rapport à ces endettements entre Allemagne et autres pays de l'Union européenne. Juste à titre d'information, le niveau d'endettement en 2024 de ces différents pays, en pourcentage de PIB, l'Italie c'est 136,3% du PIB, la France 114% du PIB, l'Espagne 104% du PIB, le Portugal 99% du PIB, et l'Allemagne seulement endettée à 63% de son PIB. Donc ces chiffres nous montrent bien que Italie, France, Espagne et Portugal ont des niveaux vraiment bien supérieurs à ceux de l'Allemagne. Pour faire simple, l'Allemagne prête de l'argent directement ou indirectement aux autres pays de la zone euro via en fait un dispositif, le système Target 2. Donc c'est un système de paiement entre banques centrales européennes. Et il y a des pays comme l'Italie et l'Espagne qui ont des soldes négatifs. Donc en gros, ils doivent de l'argent. L'Allemagne qui, elle, a un solde positif et donc créancière des pays débiteurs. Et si les pays qui doivent de l'argent font un défaut de paiement, c'est-à-dire ne remboursent pas, l'Allemagne risque de perdre cet argent, ce qui fragilise sa propre richesse. Et dans ce cadre-là, c'est pas si facile que ça de sortir de l'Europe. Et quand bien même il y aurait une dissolution de l'Union européenne, il faudrait que ce soit orchestré par une commission, enfin par des règles bien précises, parce que si tout ça n'est pas bien organisé, et par exemple, il parle de dislocation, qu'un des pays commence à quitter l'Europe, il peut y avoir une réaction en chaîne derrière, un peu comme dans un avion qui fait son vol. En fait, les passagers sont bien disciplinés, ils sont assis à la bonne place, etc., bien polis entre eux, tout se passe bien. Mais par contre, dès qu'il y a des turbulences ou que le commandant de bord annonce qu'il y a les deux moteurs en feu et que l'avion va se crasher, il y a plus rien qui tient en fait. Il y a plus c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. Et les humains deviennent des animaux et c'est le carnage total. Et c'est un peu ce qu'on pourrait croire pour l'Europe si des pays venaient à péter un plomb chacun de leur côté en disant moi je quitte l'Union européenne sans avant se concerter et faire la chose de manière intelligente. Et s'en sortiraient évidemment ceux qui ont la capacité de créer de la richesse, pour qui travailler c'est quelque chose de naturel. Je pense moi aux Polonais, aux pays scandinaves, même les Portugais, même les Italiens du Nord, ils travaillent plus que nous. Et puis nous, on a notre pays d'assistés. Avec nos couches administratives, nos doublons, nos triplons de fonctionnaires inutiles. Et si on changeait pas de modèle, alors les vraies victimes de la sortie ou de la dislocation de l'euro, c'est nous. C'est nous, parce que là, personne ne nous prêterait d'argent avec notre état d'esprit actuel, notre logiciel actuel. C'est ça le problème. C'est qu'on serait tous dans la panade en cas d'explosion de l'Europe, mais après, ça sera celui qui sera capable de rebondir le plus vite. Tel que je vois la France, ça sera pas nous. J'ai fait quelques recherches à propos donc de la France, mauvais élève pour l'endettement, mais aussi mauvais élève dans le sens où incapacité à rebondir en cas d'explosion de l'Union européenne, parce qu'il dit qu'on n'a pas une mentalité de bosseur, que la France est pas câblée, a pas le logiciel aujourd'hui pour pouvoir relever ces défis et de nouveau commencer à créer de la richesse de manière significative. Donc ce serait un des premiers pays grands perdants de la dissolution de cette Union européenne. Le problème de pas créer assez de richesse, et on le constate aujourd'hui, c'est qu'on est en train de passer un point de bascule
où notre endettement est tel que l'intérêt de la dette croît d'année en année et que la solution, elle s'éloigne de plus en plus dans le sens où on arrive tout droit dans le mur full vitesse et à moins d'un miracle, on est quasiment certain de se planter royal et de causer la faillite de la France. On constate ça aussi au niveau national, au niveau français. En fait, c'est un peu le même constat, c'est que tous les gens qui créent de la valeur, tous les gens qui ont une activité, qui sont soit employés ou même les chefs d'entreprise, créent de la valeur pour le pays, mais ils se font étouffer, ils se font violer d'impositions en tout genre, et à un moment donné, ils en ont marre, donc ils arrêtent, ils ferment leur boîte. D'ailleurs, à ce sujet, hein, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais défaillance d'entreprises en France, une tendance préoccupante, j'ai fait une recherche là-dessus. Le nombre de défaillances d'entreprises en France a connu une augmentation significative ces dernières années, atteignant des niveaux records en 2024. 2023, 57 700 défaillances enregistrées, soit une hausse de près de 36% par rapport à 2022. 2024, plus de 67 000 entreprises ont fait faillite, un record depuis 2009. Cette augmentation est en partie due à un effet de rattrapage après les aides gouvernementales pendant la pandémie, merci le Covid, mais aussi à des facteurs conjoncturels tels que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Donc on en parlait, la BCE, les taux d'emprunt, etc., etc. Les petites entreprises sont particulièrement touchées, représentant près de 3/4 des procédures de défaillance. Donc toutes les petits, là, ils sont en train de crever. Et par-dessus, ils nous remettent pour les micro-entrepreneurs, par exemple, des assujettissements à la TVA à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires annuel pour vraiment enfoncer le clou, pour vraiment tuer tous les entrepreneurs. Enfin, c'est ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est qu'à tuer les entrepreneurs, il y aura plus de richesse de créer. À tuer les entrepreneurs, ils en auront marre et ils vont se barrer de France, comme moi je vais faire là cette année après cet été 2025. Et donc, on peut atteindre un point de non-retour où il y aura plus assez de richesse de créer. Qu'est-ce qui va rester en France? Les gens qui profitent du système, les parasites du haut comme les parasites du bas, mais il y aura plus de sources de revenus pour alimenter ces gens-là. Et je me demande vraiment ce qui va se passer à ce moment-là, parce qu'il y aura que des gens qui consomment de la richesse plutôt qu'ils n'en produisent. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer. Et une fois qu'on a passé ce point de non-retour-là, c'est fini, parce que les gens qui créent la richesse, soit ils auront arrêté de bosser, soit ils seront à l'étranger, et le retour possible, soit un coup de baguette magique. Franchement, je vois pas. Si vous avez des idées en commentaire, mettez-le moi, dites-moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je suis assez pessimiste sur le sujet, quoi. En parlant des Français qui partent à l'étranger, pareil, j'ai fait une rapide recherche. Donc, au 1er janvier 2025, 1 741 000 Français étaient inscrits au registre des Français établis hors de France, soit une hausse de 2,89% par rapport à l'année précédente. C'est sur le site diplomatie.gouv.fr. Par contre, on dit que l'inscription à ce registre étant facultative, le nombre réel de Français vivant à l'étranger est estimé à environ 2,5 millions, selon l'Observatoire des Français émigrés. Entre 110 000 et 120 000 Français s'établissent dans d'autres pays membres de l'OCDE, avec une augmentation notable vers des destinations comme Israël et le Portugal en 2023. Et alors tenez-vous bien, comme je le disais, ceux qui se barrent de l'étranger, c'est pas ceux qui sont au RSA, ils n'ont pas les moyens de le faire, donc ils restent en France. C'est en général les créateurs de valeur, le profil des expatriés français. Les émigrés français sont majoritairement des personnes en âge de travailler, souvent plus diplômées que la moyenne nationale. Ça, c'est le Trésor public qui le dit, c'est pas moi pour le plaisir, hein. Donc en résumé, bien que la France ait historiquement un taux d'immigration relativement faible comparé à d'autres pays de l'OCDE, une tendance à la hausse est observée, notamment parmi les populations actives et diplômées. Donc voilà, il y a rien à ajouter, quoi. Les gens qui créent de la valeur se cassent, le pays va crever la gueule ouverte. Pourquoi? Parce que c'est des guignols qui dirigent, et c'est leur but, hein, c'est de mettre le pays à genoux, mais c'est pas moi qui le dis pour le plaisir que les gens se cassent de France, et notamment les gens actifs et diplômés, c'est une réalité. Alors, moi, je peux peut-être juste compléter les propos de Philippe. Donc, en cas de sortie de l'euro, quelles seraient les conséquences pour la France? C'est très simple. Pour moi, la première conséquence directe, ça serait une dévaluation du franc. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle monnaie, ça sera le franc. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas grand-chose, vu qu'on est surendetté et vu qu'on a besoin de relancer, entre guillemets, notre industrie. Le gouvernement qui serait en place si on sortait de l'Union européenne dirait, écoutez, messieurs, dames, vous êtes tous gentils, vous avez votre petite épargne en euros, on est très content que vous ayez réussi à mettre 10 000 € de côté, 5 000 € de côté. Voici le nouveau franc, et le nouveau franc, il va être peut-être 2 fois moins, il vaudra, un nouveau franc, c'est 0,5 €. Autrement dit, vous faudra 2 francs pour 1 euro, donc votre épargne, en fait, elle est divisée par 2. Merci, au revoir, mais c'est comme ça que nous, on va peut-être tuer la dette, c'est grâce à
à notre nouvelle monnaie, qui sera une monnaie entre guillemets de singe, hein, une monnaie de Monopoly avec laquelle on jouera, qui vaudra pas grand-chose. Donc le grand perdant, ça sera qui? L'épargnant français qui a gardé tout en euros sur son compte en banque, sur un petit livret A. Bah lui, il sera mort. Il sera fini, terminé, au revoir. Toutes ces années entre guillemets à épargner, à pas faire de resto, ceci cela pour mettre un petit bas de laine de côté. Lui, il est mort. Pourquoi? Parce que quand on va sortir de l'Union européenne, on sera obligé d'avoir une monnaie qui sera moins forte. Ça sera un sacrifice à court terme qui nous permettra de, à mon avis, redevenir compétitif, mais ça se fera dans la souffrance. Et la souffrance du petit épargnant ou celui qui n'a pas un actif qui est anti-inflation, anti-fragile, d'accord? Donc c'est pour ça que vous devez vraiment réfléchir, si vous avez de l'épargne, à vous débancariser, à pas être en euros et à avoir des solutions de sortie. Il y en a plein. L'or, c'est une solution de sortie. Il y en a d'autres, d'accord? Mais ça, c'est vraiment le truc qu'il faut. Des comptes en devises, hein, par exemple, hein, Ouais, et des devises qui tiennent la route. Voilà, mais on les connaît. Il faut se mettre à l'abri rapidement parce que c'est le genre de choses qui toque pas à votre porte. Ça arrive et quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Donc, je pense que vous l'aurez compris, comment ça va se passer en cas de sortie de l'Union européenne. S'ils créent un nouveau franc, vous allez avoir votre pouvoir d'achat rogné, c'est encore gentil, mais pulvérisé, on va dire. Et c'est très simple en fait, c'est qu'est-ce qui va être touché? C'est tous les Français qui ont durement épargné toute leur vie pour mettre de l'argent de côté, pour se faire plaisir peut-être à la retraite, pour avoir de l'argent, une sorte d'épargne de sécurité. Et cet argent difficilement et durement accumulé va partir en fumée parce que avec une nouvelle monnaie, l'État va se servir et va éponger ses dettes grâce à vous. Merci à vous Français. À titre d'info, hein, le pognon qui dort sur les livrets A et tous les livrets LDDS, LEP, livret A en 2025, en France, ça représente 415 milliards d'euros. Total des livrets réglementés, etc., ça fait 686 milliards d'euros. Donc si demain ils disent le nouveau franc qu'on crée, il vaut la moitié de ce que vous avez, ils vont déjà se récupérer à peu près 350 milliards comme ça. Après les assurances vie, c'est 2000 milliards d'euros. Enfin bref, ils vont se gaver. Donc vous serez en première ligne pour vous faire poncer tout simplement. Et donc il conclut en disant ce qu'il faut à tout prix faire, c'est pour éviter de se faire poncer ces euros, c'est d'investir dans des actifs antifragiles. Alors il cite plusieurs choses, il cite l'or, il cite des devises étrangères, mais surtout éviter de garder de l'euro en cash, et c'est malheureusement ce que font encore beaucoup de personnes, pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'inflation fait que d'année en année, vos 1000 euros, vous pouvez acheter de moins en moins de choses avec, enfin ça je vous apprends rien, mais en plus un éventuel risque de dissolution de l'Union européenne qui ferait que si demain ils venaient à créer un nouveau franc, il n'y aurait pas de parité entre le nouveau franc et le nouvel euro, dans le sens où ils auraient besoin de récupérer du pognon en faisant les poches des Français. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des choses à dire à ce sujet, si vous avez des remarques à faire sur mon interprétation de cette interview. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. En attendant, je vous souhaite une super soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.